Bonjour, bonjour. Bonjour Aude, bonjour Cyril. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous? En forme. Cyril, toi, tu vas bien? En pleine forme, prêt pour démarrer ce webinaire. Bon, parfait. Comme d'habitude, je propose qu'on attende encore une minute ou deux, le temps que les personnes se connectent. Et puis on pourra commencer ce webinaire, si ça vous convient, évidemment. Bon. Super. Je vois qu'il y a de plus en plus de monde qui se connecte. Donc ça, c'est bien. Allez, on donnera le top à 18h02. Comme ça, on laisse une minute ou deux aux retardataires pour venir directement sur le webinaire. Je vois qu'il y a quelques personnes qui chattent. C'est bien. Parfait. Écoutez, 18h02. On a laissé 2 minutes. Les retardataires nous rejoindront. Merci à toutes et à tous d'être parmi nous ce soir. Bienvenue à ce webinaire et à ce rendez-vous mensuel avec Neofa. Je rappelle un petit peu à chaque fois l'idée de ces webinaires, c'est de passer au travers un petit peu, on va dire, toutes les thématiques, tous les sujets qui peuvent toucher et concerner l'épargne des Français. Aujourd'hui, on va aborder une thématique qui est, on va dire, clé et que vous avez, je suis sûr, et dont vous avez, je suis sûr, tous entendu parler, c'est l'assurance vie. L'assurance vie, on entend souvent parler de ce véhicule, de ce placement, comme étant le placement préféré des Français. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de définir lors de ce webinaire. Est-ce réellement le placement préféré des Français? Quels sont les avantages? Quels sont les inconvénients? On va voir un petit peu tout ça au travers de cette présentation. On a la chance d'avoir avec nous deux professionnels, Aude Petitbon et Cyril Gerbert, qui, alors, vous les avez, si vous êtes des habitués, vous les avez peut-être déjà vus lors de précédents webinaires. Aude et Cyril vont nous aider à passer au travers différents points sur l'assurance vie. On a essayé de structurer ce webinaire de la façon suivante. On va commencer par quelques bases sur l'assurance vie. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui l'assurance vie en France? On va ensuite parler un petit peu plus de fiscalité, fiscalité au moment du rachat de l'assurance vie, mais également fiscalité au moment de la succession. On va passer un petit peu plus sur la gestion financière de l'assurance vie, c'est-à-dire comment on peut gérer l'assurance vie. Et ensuite, on parlera de la gestion légale et administrative, notamment au travers de la clause bénéficiaire, et également la loi Pacte. Et enfin, on fera un petit résumé avec avantages et inconvénients. Tout ça durera 45 minutes, au bout duquel vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Je vous invite d'ailleurs déjà, si vous en avez, à poser les questions sur le chat que vous avez sur la droite de votre fenêtre du webinaire. Et si certaines tombent plus ou moins bien dans la présentation, on essaiera d'y répondre directement. Peut-être, Aude, si ça va pour toi, on peut commencer par déjà, qu'est-ce que c'est l'assurance vie? Parce que sur le titre, on a marqué « L'assurance vie mérite-t-elle son titre de placement préféré des Français ?» Je t'avoue que moi, j'ai un petit souci avec le terme « placement » quand dans ce titre-là. On l'a laissé, c'est un petit peu exprès, mais explique-nous un petit peu ce qu'est l'assurance vie et vous allez voir pourquoi moi j'ai un souci quand on dit placement. Donc, comme tu as tout à fait raison sur ce sujet-là, donc
on parle de placement en termes généraux, mais l'assurance vie n'est pas vraiment un placement, c'est plutôt une enveloppe fiscale spécifique qui a 4 sujets. Donc, le premier, c'est un souscripteur, c'est une personne physique qui va souscrire au contrat, donc qui va être titulaire de la police d'assurance. Il y a un assureur derrière qui est la personne morale, donc toutes les compagnies d'assurance que l'on connaît. L'assuré, donc dans le contrat d'assurance vie, l'assuré et le souscripteur sont la même personne, c'est-à-dire que le risque repose sur la survie donc, ou le décès de cette personne, donc qui est l'assuré. Et enfin, on désigne un bénéficiaire qui va, en cas de décès, percevoir, donc c'est une personne physique ou ça peut être une personne morale également, qui va percevoir les capitaux d'essai lors du décès de l'assuré. D'accord, donc ça veut dire, si je comprends bien ce que tu dis, alors un point important, on parle souvent de assurance vie, placement préféré des Français. En fait, ce n'est pas un placement, c'est une enveloppe. Fiscale. Enveloppe fiscale. Et c'est ce qu'on va y mettre dans l'enveloppe après qui représente les placements, en fait. Tout à fait. Alors, l'utilisation du terme placement, ça vient du fait qu'on va se dessaisir en fait de ces actifs, puisque ça va être la compagnie d'assurance qui va elle-même être propriétaire des actifs financiers derrière. Ça ne va pas être vous. C'est-à-dire que si toi, tu fais un investissement dans un contrat d'assurance vie, tu n'auras qu'une créance auprès de l'assureur, mais tous les actifs financiers qui vont être détenus, en contrepartie, ce sera l'assureur qui les détiendra. D'où le fait de, par généralité, on utilise le terme placement. D'accord. Ce qui, en fait, ensuite, ça devient logique d'avoir des avantages fiscaux derrière, puisque l'argent n'est plus à nous, en fait. Exactement. Et puisque officiellement, il est à l'assureur. Je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de souscripteur et bénéficiaire. Alors, le souscripteur, ça peut être moi. Le bénéficiaire, ça peut être mes enfants, par exemple. Oui, ça peut être une association à but non lucratif aussi. Alors, j'allais y venir justement. Un souscripteur est forcément une personne physique. Pour un contrat d'assurance vie, oui, parce qu'il y a un risque de vie ou de décès. Ça ne peut pas être une personne morale puisqu'il n'y a pas de risque de décès sur une personne morale. Bien sûr, je comprends. Je comprends. Le bénéficiaire, par contre, peut être une personne morale, uniquement une association ou n'importe quel type de personne morale. Alors, ça peut être une association, une fondation. Il est rare de voir des personnes morales autres dans les clauses bénéficiaires. D'accord, ok. Cyril, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette définition? Est-ce que tu as un point sur lequel tu voulais revenir et que tu penses être très important pour nos spectateurs? Non, bonjour à tous, bonjour Nicolas, merci pour ce webinaire déjà. Non, ça a été, voilà, tout a été dit par Aude. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'assurance vie, et voilà, on l'appelle généralement le couteau suisse du patrimoine, parce que c'est vrai qu'on peut aller chercher des objectifs à la fois en termes de transmission, d'épargne, de complément de retraite, de financement de projets par exemple. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention avec le terme utilisé, le terme de placement. C'est vrai que c'est, comme le disait Aude, une enveloppe fiscale à l'intérieur de laquelle on va mettre en place une certaine gestion, mais on y viendra juste après. D'accord. Juste pour vous représenter un petit peu ce qu'est l'assurance vie en France, Aude, est-ce que tu veux parler un petit peu de ces chiffres qui sont assez impressionnants, à vrai dire, hein. On parle de gros montants d'argent qui sont placés chaque année en assurance vie. Tout à fait. Donc, comme on peut voir, l'année dernière, donc en 2021, ont été collectés, toutes compagnies confondues, 151 milliards d'euros en contrat d'assurance vie. Alors, bien sûr, on y viendra après, il y aura la gestion financière après. Dans ces 151 milliards d'euros, il y a la partie investie dans les fonds en euros des compagnies d'assurance, mais également dans les unités de compte. On voit bien qu'il y a 39% investis exclusivement en fonds en euros au sein des compagnies d'assurance, ce qui nous amène à un encours à la fin de l'année 2021 qui est de 1,876 milliards d'euros en assurance vie. Donc,
Ça représente 1876, je crois, milliards d'euros. 1876 milliards d'euros d'encours en assurance vie, ce qui représente une partie de l'épargne qui est colossale pour les Français. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de placement préféré des Français. Il y a une dernière stat, et je vois en plus ça correspond bien à ce que je commence à lire sur le chat, où des gens mentionnent quelques placements via des banques qui n'ont pas forcément très bien fonctionné. Il y a une dernière stat où on parle de gestion pilotée. 31% des cotisations en gestion pilotée. Qu'est-ce que ça veut dire, gestion pilotée ? La gestion pilotée, ça veut dire que la banque, la plupart du temps, c'est souvent les banques en fait, qui les proposent ou les compagnies d'assurance directement qui proposent on va dire des profils de gestion et va faire des arbitrages de manière automatique une fois par mois sur des profils de gestion, et ce qui permettra d'améliorer le rendement par rapport au rendement du fonds en euros, mais de ne pas avoir une réelle gestion personnalisée. D'accord. Bon, on va y revenir plus tard, mais c'est une des grandes différences, on va dire, avec l'idée de passer par une banque ou une compagnie d'assurance en direct, ou de passer par Cyril ou par toi ou par un autre conseiller, par exemple. C'est exactement… Alors, en termes de coûts, on y reviendra tout à l'heure, mais aujourd'hui, quand vous passez par votre banque, le coût d'intermédiation est déjà inclus dans le prix du coût de la banque. Vous payez en moyenne 1% de frais de gestion annuels administratifs du contrat. Et c'est le cas dans ce que vous payez aujourd'hui, c'est le cas dans les produits qui sont proposés par les conseillers indépendants. D'accord. Un petit point important, donc peut-être Cyril, tu peux nous dire un petit peu et passer au travers pourquoi aujourd'hui l'assurance vie, donc on a vu un petit peu les bases, donc c'est une enveloppe fiscale qui attire énormément de monde et énormément d'argent. Pourquoi c'est aussi successful en fait ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les Français se tournent souvent, régulièrement vers l'assurance vie ? Bien sûr. Alors, je vais revenir juste un petit point à ajouter par rapport aux chiffres qu'on a vus juste avant. Effectivement, on voyait à peu près 150 milliards de collecte en 2021. Effectivement, c'est important. Les bonnes années dernièrement, on était plutôt autour de 120, 130 milliards. Donc, même si certains prédisaient un petit peu la mort de l'assurance vie avec la baisse des taux dernièrement, on voit que c'est toujours un produit qui est extrêmement publicité par les Français. Et donc, voilà, pourquoi plus aller sur de l'assurance vie versus un PEA, un PEA PME ou un compte type qui sont d'autres enveloppes fiscales. Déjà, la fiscalité, on va y venir juste après, mais on a des intérêts fiscaux à la fois sur la fiscalité des plus-values immobilières, ensuite sur la fiscalité successorale. Aude vous en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier point extrêmement intéressant. Il faut être conscient que c'est une des niches fiscales les plus efficaces aujourd'hui qui nous restent en France. Donc ça, c'est un premier point. L'autre point intéressant qu'on a sur les contrats d'assurance vie, c'est évidemment la pluralité des sous-jacents qu'on va aller pouvoir chercher. On va parler actions, obligations, produits structurés, du non-coté, tout ce qui va être investissement alternatif. Donc c'est intéressant, c'est des choses qu'on n'a pas sur d'autres enveloppes fiscales qui n'ont pas un univers d'investissement aussi large. Donc ça, c'est un deuxième point intéressant. Et ensuite, un point aussi qu'il est important de noter, une espèce de légende urbaine en général qui est communiquée par les banquiers, c'est la liquidité. Il faut savoir que votre argent sur un contrat d'assurance vie n'est jamais bloqué. D'accord ? C'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont en tête que l'argent est bloqué 8 ans. Ce n'est pas vrai. C'est important de le dire, c'est important de le répéter. Et donc, c'est vrai que c'est également un point intéressant. Donc, fiscalité, possibilité de gestion, comme le disait Aude, donc gestion pilotée, gestion personnalisée, pluralité de sous-jacents qu'on va pouvoir aller chercher pour vraiment adapter une stratégie, une allocation en fonction du profil du risque et en fonction des objectifs de l'investissement. D'accord. Et Aude, est-ce que on parlait de l'argent bloqué? C'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Quand on parle régulièrement de ces
placements ou de ces enveloppes, que ce soit la SCPI, que ce soit l'assurance vie, que ce soit d'autres types de placements, on se pose souvent la question et on se demande souvent, mais en fait, on est bloqué. On est bloqué pendant X années, pendant X temps. Est-ce que tu peux nous expliquer, Aude, ce qu'il en est réellement avec l'assurance vie et à quel niveau on est flexible là-dessus et quand est-ce qu'on peut revoir notre argent si on décide du jour au lendemain, voilà, moi, je ne veux plus de cette assurance vie, je veux retoucher un petit peu mon cash. Concrètement, aujourd'hui, quand vous faites une demande d'un rachat partiel en assurance vie, vous pouvez percevoir même, dans le meilleur des cas, votre argent dans les 72 heures. Ce qui fait qu'on parle d'argent bloqué. Non, il ne l'est vraiment pas. Dans la réalité des faits, on est plutôt aux alentours d'une semaine, la plupart du temps, de délai. Ça peut aller jusqu'à 4 semaines lorsqu'il y a un rachat total, par exemple, avec des sous-jacents dont la liquidité est mensuelle ou est bi-hebdomadaire. Oui, bimensuel, pardon. Mais en gros, le sujet, c'est que l'argent, il est complètement liquide, avec juste des délais un petit peu plus compliqués que celui que vous pourriez avoir si vous étiez sur un livret où vous faites une demande de virement de compte à compte. Et il y a le côté immédiat du virement quand on est sur un livret. Sur un compte. Voilà, donc en fait, c'est un délai administratif plus qu'un délai légal, on va dire, ou forcé. C'est juste que effectivement, ça peut prendre un peu de temps, le temps de traiter la demande parce qu'on doit vendre les positions qui sont à l'intérieur de l'enveloppe pour récupérer le cash et ensuite faire un transfert directement de ce cash vers notre compte courant. C'est exact? Bien sûr. Ok, donc quand on voit ça, on se dit fiscalité attractive, rendement personnalisé en fait, puisqu'on dit rendement attractif, bon, faut-il encore que les marchés suivent, mais disons rendement personnalisé, adapté à son profil, investissement de plus en plus large, l'argent plutôt liquide, c'est quelque chose du coup qui, je trouve, représente pas mal de points positifs et d'avantages que cette enveloppe assurantielle. Un point donc on voulait aborder, je l'ai mentionné pendant le résumé et la petite introduction que j'ai fait tout à l'heure, c'est la fiscalité. Alors, il y a deux points sur la fiscalité de l'assurance vie. Premièrement, c'est la fiscalité lors du rachat. Donc, si vous décidez du jour au lendemain de racheter votre assurance vie, vous allez être soumis à la taxe en gain en capitaux. Et la deuxième partie de la fiscalité, c'est lors de la succession. On va juste essayer, alors je m'excuse déjà pour ce tableau, malheureusement on a essayé de faire au plus simple, mais voilà, le plus simple c'est ça. Donc on a fait au mieux. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Je sais que ce n'est pas forcément simple, mais Aude, peut-être tu peux nous expliquer un petit peu ce tableau concernant la fiscalité lors du rachat d'assurance vie. Alors, donc oui, effectivement, désolé pour le tableau qui n'est pas évident. Le seul sujet, c'est que l'assurance vie est compliquée, donc les tableaux qui en ressortent sont assez compliqués. Donc, on a deux périodes importantes à noter. Les primes versées depuis le 27 septembre 2017 et celles versées avant le 27 septembre 2017. Auparavant, sur les 4 à 8 ans, on avait un prélèvement forfaitaire libératoire qui était dégressif. Donc, les 4 premières années, on était à 35% de prélèvement forfaitaire libératoire. De 4 à 8 ans, on était à 15%. Le taux de des prélèvements sociaux est 17,2 depuis pas mal de temps maintenant. Et ça, de toute façon, que ce soit sur des primes versées avant 2017 ou après 2017, globalement, ça ne change pas. On ne parlera pas des anciens. Si vous avez des questions sur des contrats avant 98, n'hésitez pas à nous solliciter. On ne rentre pas dans le détail parce que ça rendrait encore plus indigeste le tableau qui est présent. Et donc, on en parlera à un autre moment.
En revanche, Donc ça veut dire que il y a en fait le rachat. Pourquoi on dit et pourquoi il y a un mythe, on va dire, autour de l'assurance vie, vous êtes bloqué pendant X années, pendant 8 ans, c'est parce qu'effectivement, avant ces fameux 8 ans, on a une imposition sur les gains en capitaux qui est sensiblement plus élevée pour les assurances vie d'avant 2017 et légèrement plus élevée pour les assurances vie d'après 2017. C'est exact? c'est-à-dire que ça dépend du barème de l'impôt sur le revenu dans lequel on est, mais effectivement, potentiellement, c'était le cas. Et là encore, on parle uniquement de l'impôt sur la plus-value, parce que dans un rachat, lorsque l'on fait un rachat, il y a plusieurs parties. Et la fiscalité des gains dans les retraits d'assurance vie, ce qui est très important à rappeler, c'est que quand on fait un rachat, on a mis 100 000 euros sur un contrat. Quand on fait un rachat de 10 000 euros sur le contrat, imaginons le contrat, il est passé de 100 à 110, si on fait 10 000 de rachat, ça ne va pas être 10 000 de plus-value. Ça va être 10 000 au prorata du pourcentage de plus-value qu'il y a sur le contrat. En sachant, donc ça c'est un point important. Donc si, pour reprendre un petit peu ce que tu disais, Aude, en fait, on met 100 000 euros sur une assurance vie. J'ai besoin d'un peu de cash pour, je ne sais pas, un voyage ou quoi que ce soit. Je décide de racheter 10 000 euros de cette assurance vie. Je vais être taxé sur les gains en capitaux de ces 10 000 euros, mais en fait, c'est au prorata de ce que j'ai gagné sur les 100 000 euros. Donc, si j'ai eu en gros 10% de performance, je ne vais pas être taxé sur 10 000 euros, je vais être taxé sur 1 000 euros. C'est ça. C'est exact. Et Cyril, corrige-moi si je me trompe, mais on est d'accord que c'est de la performance nette. C'est-à-dire que ça va prendre plus-value et moins-value, parce que bon, malheureusement, des fois, il y a des positions dans l'assurance qui ne gagnent pas de l'argent et qui en perdent même des fois. Donc, on est d'accord que c'est net. Hein. Tout à fait. On va netter, effectivement, on va netter les plus-values et les moins-values au sein du contrat sur l'ensemble de l'enveloppe assurance vie. Et c'est cette plus-value nettée qui va être fiscalisée. Donc, voilà, comme l'expliquait Aude, soit au barème avant 2017, soit à la flat tax pour les versements post-2017. D'accord, ok. Voilà, donc pourquoi on voulait vous parler de cette partie-là? Parce que ce fameux mythe d'être bloqué pendant 8 ans, c'est un mythe. Vous pouvez sortir quand vous voulez, ce n'est pas la question. Néanmoins, effectivement, plus vous sortez tôt, plus vous allez être potentiellement impacté fiscalement s'il y a des gains en capitaux qui ont été faits au sein de l'assurance vie. On voulait vous donner un petit exemple. Je crois, si je me rappelle bien, que c'est Aude qui a proposé cet exemple. C'est juste? Non, non, c'était pour moi. C'était pour moi. D'accord, pardon, excuse-moi, Cyril. J'avais non, oublié juste pour revenir, juste pour compléter, revenir sur le slide précédent, oui, en termes de fiscalité, voilà, donc très, très brièvement, hein, fiscalité de l'assurance vie, donc pour les versements après 2017, donc flat tax de 30% sur uniquement les plus-values, hein, jamais sur le capital. Et au-delà de 8 ans, c'est là où la fiscalité devient plus intéressante sur l'enveloppe assurance vie. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir bénéficier d'une part d'abattement annuel, donc comme vous le voyez ici, 4 600 euros ou 9 200 euros par couple. Donc ça, c'est un abattement dont on peut bénéficier tous les ans après la 8e année. Et ensuite, une imposition réduite qui n'est pas de 30 mais de 24,7% sur les plus-values après 8 ans, sur les plus-values qui correspondent au versement jusqu'à 150 000 euros. Donc c'est vrai que ça peut paraître légèrement complexe. Ce qu'il faut retenir en un point, c'est qu'après la 8e année, on a vraiment une fiscalité extrêmement intéressante, d'où voilà, l'outil assurance vie qui est en général un outil avec une vision assez long terme. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher ces 8 ans. Et donc, pour revenir sur l'exemple… je précise juste une chose, Cyril. Tous les exemples qu'on vous donne sont des vrais exemples. C'est-à-dire ce sont des cas qui se sont passés. Pour les habitués, vous savez que c'est comme ça qu'on fonctionne. Il
ici lors de ces webinaires. Donc, ce sont des cas qui se sont passés et que nos interlocuteurs ont traités. Donc, Cyril, je t'en prie, explique-nous un peu ce cas. Donc on a pris un exemple assez simple et qui arrive quotidiennement, où on a donc un couple marié qui a un contrat d'assurance vie, donc avec qui a plus de 8 ans, et des primes versées avant 2017. Donc, on a un contrat, pour simplifier, qui est valorisé à 120 000 € et on va opérer un rachat partiel de 20 000 €. Donc, comme l'expliquait Aude tout à l'heure, quand vous faites un rachat, on va différencier la part de capital et la part d'intérêt. Donc là, dans l'exemple qu'on a sous les yeux, sur les 20 000 €, on avait 3 900 € d'intérêt. Donc, la base taxable, initialement, est de 3 900 €. Comme on est sur un contrat qui a plus de 8 ans et qu'on est avec un couple marié, on a un abattement de 9 200 €. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va payer aucune imposition sur le revenu parce qu'on est en dessous de l'abattement de 9 200 €. Donc, sur ce rachat net, on va être à un rachat de 20 000 €. Alors, attention, petite précision, quand on parle des abattements, on parle bien des abattements au niveau de l'impôt sur le revenu. On aura toujours les prélèvements sociaux de 17,2% à régler à l'administrateur fiscal. Donc, on voit là tout l'intérêt de cet abattement déjà annuel. Pourquoi? Parce que ça vous permet de faire des rachats avec une imposition grandement minorée et libre à vous ensuite, peut-être, c'est une option nous qu'on fait avec certains clients, de le remettre tout de suite dans le contrat d'assurance vie, ce qui va vous permettre de transformer des plus-values en capital sans passer par la case impôt sur le revenu. Ah voilà, donc ça c'est une petite aide, on va dire, que je trouve assez intéressant, un petit tips que je trouve vraiment très intéressant. Cyril, sur ce dernier point, ça veut dire que ce que tu peux faire, c'est tu prends un rachat après la 8e année, il est net parce que la part d'intérêt n'excède pas 9 200 €. Voilà. Le marié. On va mettre les prélèvements sociaux de côté parce qu'on les aura toujours. Donc, là, voilà, donc de toutes les façons, on les aura. Et on peut remettre automatiquement cet argent dans l'assurance vie pour transformer ce qui était du capital, de l'intérêt en capital. Ce qui fait que derrière, en fait, on aura d'une certaine façon optimisé, même si des fois j'ai peur de dire un gros mot quand je dis optimiser, mais on aura à un moment donné optimisé la partie qui pouvait être taxable et qui ne l'est plus en fait. Exactement. En fait, on va augmenter la partie de capital versus la partie de plus-value, donc la composition en fait de votre contrat d'assurance vie de cette manière avec des allers-retours. Donc, on peut faire après la 8e année, d'où en fait l'intérêt de prendre date sur un contrat d'assurance vie le plus tôt possible pour démarrer ce délai de 8 ans le plus tôt possible. Je vois qu'il y a une question et on est en plein dedans, donc c'est pour ça que je te la pose, ou je la pose peut-être à Aude. Aude, on demande sur le chat ou sur le module question, est-ce que l'abattement de 4 600 € est annuel? Oui, tout à fait. L'abattement, il est annuel, donc c'est 4 600 € pour une personne célibataire ou 9 200 pour un couple marié. Mais uniquement après 8 ans. Hein. Uniquement après 8 ans. Uniquement après les 8 ans, exactement. Ça s'entend bien sûr, ça concerne tous les contrats d'assurance vie de la personne. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire, si jamais le particulier a 2 contrats d'assurance vie, cet abattement ne sera valable que sur la totalité de ses contrats. D'accord, donc c'est un abattement par personne et non pas un abattement par contrat. Par contrat. Ça serait très généreux. Merci. Cyril, on est bon sur cet exemple. Je propose de passer à la fiscalité. On va accélérer un petit peu parce que je vois qu'on est un petit peu en retard sur le timing. Fiscalité dans le cadre de la succession. Aude, explique-nous un petit peu cela. Dis-nous comment ça fonctionne. Donc, un des plus gros avantages du contrat d'assurance vie réside effectivement dans le fait de pouvoir transmettre, après sa mort, à
transmettre des capitaux décès à des bénéficiaires qui ont été désignés. Ils ont été désignés au moment de la souscription et ils peuvent d'ailleurs être modifiés en cours de vie du contrat. Tant que vous êtes en vie, vous avez la possibilité de changer les bénéficiaires. Il n'y a aucune obligation à rester sur la personne qui a été désignée au moment de la souscription. Et comme on peut le voir sur le tableau qui est ici, avec un abattement jusqu'à 152 500 € par bénéficiaire et avec des taux qui sont avantageux. Donc jusqu'à 700 000 €, c'est 20% de taux d'impôt et 31,25 au-delà. Donc, avec une petite mention pour les versements qui ont été réalisés après 70 ans, l'abattement est de 30 500 € pour tous les bénéficiaires. D'accord. Oui, je vois qu'il manque 70 ans après la prime versée. On corrigera ça. Donc on est d'accord. Ok, donc ça veut dire que le législateur considère que si vous versez de l'argent après 70 ans, on va moins donner d'abattement que si vous versez l'argent avant. C'est exact. C'est ça que veut dire en fait cette différence d'abattement en fait. C'est ça. Oui, vas-y. Il y a un autre élément qui est très important, c'est que, alors, bien sûr, dans la plupart du temps, on pense à ses enfants, on pense à ses ayants droit en fait à mettre comme bénéficiaire. Mais l'assurance vie permet également d'avoir ces abattements pour n'importe quel bénéficiaire. Vous n'avez pas d'enfants, vous avez des neveux et nièces, le niveau d'imposition lors de la succession sera beaucoup plus important sur de la transmission, alors que si vous mettez un contrat d'assurance vie avec comme bénéficiaire vos neveux et nièces, il n'y aura aucun problème et ce sera exactement les mêmes abattements qui seront mis en place. Alors ça c'est un point qui est très important. On a vu beaucoup de successions d'artistes ou autres où les gens se battaient un petit peu à droite à gauche. En France, il y a une notion de héritiers légaux. On est d'accord. Donc est-ce que ça veut dire que l'assurance vie permet de contourner en fait d'une certaine façon cette notion et de dire voilà, moi j'ai envie que mon neveu, ma nièce, ma maîtresse, mon chien héritent d'une partie de mon capital et on l'a dit tout à l'heure, tout ce qu'on met dans l'assurance vie ne nous appartient plus en fait. Donc ensuite, si je meurs ou le souscripteur décède, l'assureur, il va juste respecter ce qui est marqué dans le contrat et le législateur n'a pas le droit d'interférer là-dessus. Est-ce que, Cyril, ce que je dis est juste ou non, c'est un peu plus compliqué que ça, il faut nuancer? Il faut nuancer, il faut faire extrêmement attention à ces choses-là. Effectivement, en France, on a la notion de réserve, d'héritier réservataire et de quotité disponible. Donc, c'est vrai qu'il y a des héritiers qu'on ne peut pas déshériter en France. En revanche, effectivement, l'avantage de l'assurance vie, c'est qu'on va sortir l'actif de la part successorale. Donc, vous allez pouvoir déjà choisir qui vous souhaitez comme bénéficiaire, personne physique, pas les animaux, parce que tu as cité le chien, pour décider un peu plus de la manière dont on veut organiser cette succession. Et c'est pour ça que c'est extrêmement important de se faire accompagner sur la rédaction de la clause bénéficiaire, mais également de la faire vivre dans le temps en fonction de l'évolution de la situation familiale, notamment du bénéficiaire, parce qu'on peut changer, on peut modifier une clause bénéficiaire dans le temps. Et donc, effectivement, dès l'instant où on sort de l'actif successoral, voilà, on peut optimiser un petit peu sa succession sans prendre en compte la part de réserve héréditaire et de quotité disponible. D'accord, ok. Voilà. Je vois... oui. Alors, il y a une question qui, je trouve... Il y a juste un petit sujet, Nicolas, oui. c'est que l'administration peut décider, en fait, si jamais il y a, imaginons, des héritiers légaux qui sont lésés par la situation, si jamais il y a eu des versements, on appelle ça des primes exagérées, la souscription même du contrat d'assurance vie peut être toquée.
En fait, ce qu'on voit, et j'imagine que c'est comme ça que le législateur voit la chose, mais euh, si j'ai 1 million d'euros ou 100 000 euros de patrimoine et que je décède et que j'ai mis 80 000 dans une assurance vie qui va à mon neveu ou ma nièce et que mes enfants, il leur reste 20 000, à mon avis, ça va pas Ils ont le forcément droit de plaire. protester. Ouais, voilà. Ils ont le droit de pas être contents. C'est ça que ça veut dire. On est bien d'accord. Il y a une question qui est, on va dire, parfaitement dans le bon timing. Est-ce qu'il y a des prélèvements sociaux sur la succession? C'est-à-dire là, Aude, tu parlais de abattement de 152 500 euros. Après, il y a un taux de 20% au-delà de jusqu'à 700 000 euros, puis 31,25 au-delà. Est-ce qu'en plus de ça, ou inclus là-dedans, il y a des prélèvements sociaux? Alors, il faut dissocier deux choses qui sont très importantes. C'est un, les capitaux d'essai, et de deux, la plus-value du contrat. D'accord. Il y aura des prélèvements sociaux qui seront calculés sur le montant du contrat à la date du décès de l'assuré. D'accord. Donc, oui, voilà. Donc ça, c'est un point important. Parce qu'à la date du décès, ça, on en a parlé d'ailleurs, à la date du décès, ou au moment du décès, l'assurance vie, elle tombe. C'est-à-dire que l'argent, il va être versé sur le compte courant, si je ne m'abuse. Non? Ah, bon. Mais c'est très bien, c'est parfait. Ça ne se passe pas comme ça. En fait, à la date du décès est figé le montant des prélèvements sociaux qui vont être prélevés sur le contrat. C'est réglementaire, c'est comme ça que ça se passe. D'accord. Donc, imaginons, le contrat, il fait, je ne sais pas, 430 000 euros. On va calculer les 17,2 sur la part de plus-value des 430 000 et on va venir la retirer pour avoir la base qui va être potentiellement transmise. Sauf que derrière, tant que l'assureur n'a pas reçu tous les documents exigés pour transmettre aux bénéficiaires, le contrat court toujours. En revanche, les prélèvements sociaux sont bien calculés sur le montant à la date du décès. D'accord. Mais alors, on est d'accord que le contrat court toujours que dans peu de cas, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que le contrat court toujours si dans la clause bénéficiaire, ou que s'il y a une souscription conjointe et que le conjoint est toujours là, c'est ça? Non, c'est généralement en fait que, par exemple, vous avez donc une personne qui décède, la famille qui va envoyer, qui va mettre un petit peu de temps, le temps de la dévolution successorale, le temps de vérifier qu'il n'y ait pas un testament, etc., qui va envoyer l'acte de décès Oui. avec ce qu'il faut faire. Sauf que l'acte de décès va déterminer la date à laquelle le souscripteur est décédé, l'assuré est décédé. Oui, d'accord. Donc, OK. Mais sauf qu'il peut y avoir 1 mois et demi d'écart entre la date du décès et la date à laquelle l'assureur va lui-même effectuer le versement. D'accord. Donc, je reprends ce que je disais tout à l'heure. En fait, on parle de temps administratif. Ce que je veux dire, c'est que si moi, je suis mon papa ou ma maman ou quoi que ce soit, ils sont encore en vie, j'espère qu'ils le restent pendant longtemps, mais imaginons, il y a une assurance vie, il décède, je suis le seul héritier, je vais sous 1 mois et demi, le contrat va être fermé et on va me transférer l'argent. C'est ça. D'accord. Donc, on calculera les prélèvements sociaux sur le niveau du contrat à la date du décès. Et en revanche, le contrat continue à courir. C'est-à-dire que vous êtes investi sur les marchés financiers. Si les marchés financiers montent, tant mieux. Si les marchés financiers baissent, vous aurez payé des prélèvements sociaux sur une plus-value que vous n'aurez pas réalisée. D'accord, OK. Voilà. Juste pour remettre ces éléments-là. Et alors, mais c'est un très bon point. Et l'impôt sur les successions dont on parle, est-ce que celui-là va être calculé sur le montant du capital à la date du décès, sur le montant du capital plus des gains en capitaux à la date du décès ou au moment de la fermeture du contrat? Donc, le montant le montant, alors c'est pas de l'impôt, mais donc de ce qu'on voit sur le niveau d'imposition qu'il y a, en tout cas sur le tableau qui est devant vous, il va être calculé sur la base imposable.
Donc, c'est post-abattement. Oui, d'accord, ok. Mais post-abattement, très bien. Sur les montants Basé des capitaux, après, sur le montant à la date du décès, donc. non, sur le montant 30 000. En fait, le montant à la date du décès, on aura le montant du contrat moins les prélèvements sociaux. D'accord. D'accord. Ensuite, On enlève les 152 000 s'il y a un abattement de 152 000. Et s'il nous reste… ah oui, d'accord. Ok, j'ai compris. Et après, ce qui nous reste, ça sera taxé à 20% ou 31% si, pour la part qui est au-delà de 700 000 euros. C'est ça. D'accord. Cyril, quelque chose à ajouter là-dessus? Non, je vois que le temps passe, donc non, Ouais, mais il faut un un petit peu point accélérer. important au niveau des primes versées après 70 ans. Beaucoup de personnes nous demandent si on a vraiment un intérêt à faire des versements après 70 ans parce que l'abattement est moins intéressant. Oui, la réponse très rapidement est oui. Pourquoi? Parce que sur les primes versées après 70 ans, la fiscalité est différente sur les intérêts. Il n'y a pas de fiscalité sur les intérêts. Donc voilà, très rapidement, sans rentrer dans les détails, parce que je pense que beaucoup de gens se sont posés la question, même après 70 ans, les versements restent intéressants. Aude, 2 petits exemples. Tu as 1 minute pour passer sur les exemples. Et en gros, l'idée, c'est de vous montrer ce qui a été traité par Aude, en l'occurrence dernièrement, et la différence entre avoir opté pour une assurance vie versus avoir opté pour un compte titre. Aude, tu as 1 minute 30. Allez. Donc, valeur du contrat de… Donc, monsieur décède. Valeur du contrat de monsieur au moment de son décès, 537 566 euros. On fait le calcul des prélèvements sociaux, il s'élève à 23 661. Valeur nette du contrat net de prélèvements sociaux, c'est 513 000, ce qui fait que chaque enfant va percevoir 152 500 euros et sera imposé sur 20% au-delà de ces 152 000. Ce qui fait que chacun va percevoir 236 062 euros dans cet exemple, via un contrat d'assurance vie. Pour Autre le compte exemple, titre. Exactement, ce même client, au lieu d'avoir fait un contrat d'assurance vie, il a mis en place un compte titre. Le compte titre, après la flat tax, le montant du compte titre est de 441 269 euros, soumis au droit de succession, ce qui fait que ça fait 220 000 et quelques euros par enfant. Et quand on retire la partie des droits de succession, il reste 178 000 par enfant. On voit bien qu'il y a un gain de plus de 60 000 euros entre l'assurance vie et un compte titre, là, quand on parle de succession. Voilà, c'est le jour et la nuit. Là, il n'y a pas photo. Pour des montants absolument similaires, dans des conditions absolument similaires, il y a 60 000 euros de différence pour les enfants à la fin. D'où l'intérêt de discuter avec Cyril, Aude ou un conseiller financier pour essayer de bien structurer ça pour sa succession. La gestion financière, rapidement, j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur les fonds en euros versus les unités de compte. Cyril, fonds en euros, qu'est-ce que c'est rapidement versus unité de compte? Très rapidement, donc quand vous êtes sur un contrat d'assurance vie, donc vous avez deux grandes familles de sous-jacents. Donc le fonds euro qui est donc un fonds à capital garanti, donc qui va être investi généralement sur des obligations d'État, donc très peu de risques et un capital garanti, mais qui, du fait de la baisse des taux qu'on subit depuis plus de 10 ans maintenant, va offrir une rentabilité extrêmement faible. Pour vous donner une idée, en 2021, les fonds euros en moyenne ont distribué entre 0,5 et 1,5%. Pas folichon, quoi. Pas folichon, sachant que derrière, vous avez quand même les frais de l'assureur. Donc, quand on a une inflation galopante comme en ce moment, c'est un peu compliqué. Mais voilà, vous êtes quand même sur un placement extrêmement sécurisé à capital garanti. En face de ça, on a donc ce qu'on appelle des unités de compte. Donc, c'est en gros des fonds de gestion, donc où on va aller pouvoir chercher un peu plus de rentabilité, car un peu plus de risque en face. Donc, les unités de compte, ça va nous permettre d'aller investir sur des sous-jacents plus larges. On va aller chercher
les sous-jacents classiques, donc les actions, les obligations sur toutes les zones géographiques. On va aller chercher, on peut aller chercher des supports immobiliers. Il y avait une question sur les SCPI. On peut faire de la SCPI, on peut faire des SCI, et on peut également aller chercher ce qu'on appelle des investissements alternatifs pour diversifier au maximum votre allocation. Voilà, donc le gros avantage, on va dire, de l'assurance vie en unité de compte, c'est la diversification. C'est la possibilité vraiment d'adapter les investissements que vous allez mettre dans votre assurance vie par rapport à votre profil, au degré de risque que vous souhaitez prendre, et avec potentiellement la performance que vous souhaitez atteindre, ce qui n'est pas possible avec le fonds en euros. Voilà, et effectivement, et l'idée, tout à l'heure on en parlait au début, donc de ces différences entre gestion libre, gestion pilotée, gestion personnalisée. L'idée, c'est vraiment de définir une allocation de base avec l'épargnant en fonction de son aversion au risque, en fonction de ses objectifs, de ce qu'il a déjà en patrimoine, pour aller chercher véritablement une allocation qui convient en termes de risque, en termes de rendement également, où on va mixer donc du fonds euro, des unités de compte classiques, un petit peu de non-coté, un petit peu d'alternatifs, encore une fois, en fonction de son aversion au risque. Voilà, donc tout ça est une question de diversification. C'est-à-dire, si vous avez la possibilité peut-être d'avoir plusieurs contrats, peut-être en avoir un petit peu dans du fonds euro et un petit peu en UC, ça vous permet d'avoir une partie qui est plus sécurisée et sécurisante, et une partie sur laquelle vous pouvez plus aller chercher un petit peu de performance, ce qui est toujours non négligeable. C'est pour ça que Cyril l'a mentionné, j'insiste sur le fait que à chaque fois que vous devez prendre une décision comme ça, d'investissement, de placement, consultez un conseiller. Évidemment, nous, on va vous dire via Neofa, forcément, mais consultez quelqu'un, un conseiller, pour qu'il puisse, avec vous, définir vos objectifs et qu'il puisse vous conseiller au mieux sur comment diversifier votre argent. C'est la clé. Dans tout ce que vous faites, la diversification est clé. Voilà pour la partie gestion financière. On parlait tout à l'heure de la clause bénéficiaire et on va parler également de la loi Pacte. Donc, malheureusement, on va devoir accélérer sur ces deux sujets en 3 minutes. Aude, si on arrive à faire les deux sujets, ça serait magnifique. La clause bénéficiaire, c'est ce qui va nous permettre effectivement de dire et de mentionner clairement sur le contrat qu'on passe avec l'assureur, qu'est-ce que je veux en fait ? Qu'est-ce que je veux pour la suite ? Donc, Aude, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Donc là, la clause bénéficiaire, c'est ce qui va désigner le bénéficiaire du contrat d'assurance vie, en tout cas le bénéficiaire des capitaux d'essai du contrat d'assurance vie. L'exemple qui est à l'écran, mon conjoint non divorcé, non séparé de corps ou le partenaire avec lequel je suis lié par un pacte civil, etc. C'est la clause standard maintenant qui est disponible chez la plupart des assureurs, qui permet de regrouper pas mal d'informations et de prendre en compte beaucoup de sujets, parce qu'on voit, et je pense que Cyril aussi, tu as dû voir dans les exemples que tu as traités, des personnes qui malheureusement n'avaient pas suffisamment réfléchi à la clause bénéficiaire, et au moment du décès, une personne qui était désignée bénéficiaire, qui a envie de renoncer au contrat, au bénéfice du contrat, et en fait ne peut pas renoncer au bénéfice du contrat. Et je vous ai mis un exemple qui est criant. Madame Dupont possède un contrat d'assurance vie, elle l'a souscrit avant ses 70 ans, donc on tombe bien dans les primes versées avant les 70 ans, pour 1 million d'euros. Lors de la rédaction de la clause bénéficiaire, elle a désigné son fils comme bénéficiaire avec la mention, donc mon fils, à défaut mes héritiers. Son fils, qui a 65 ans, souhaite renoncer au bénéfice du contrat. Alors, on ne renonce jamais au bénéfice d'un contrat pour en faire bénéficier quelqu'un d'autre, mais donc il se dit je vais renoncer au bénéfice des contrats, sachant que c'est mes héritiers derrière. Mes enfants sont normalement héritiers de leur grand-mère, donc ils vont pouvoir bénéficier. Sauf que dans la clause ici, la représentation du fils n'est pas précisée. Donc l'assureur dit non, mon fils, vous êtes le seul héritier, j'ai de la part du notaire l'acte notarié qui indique que vous êtes l'héritier unique. Donc,
Si vous renoncez, ça va aux héritiers et les héritiers, c'est vous. Donc, vous ne pouvez pas renoncer au bénéfice du contrat. Donc on a ici un point, en fait, le point clé dans ce que tu dis là, c'est cette clause bénéficiaire, elle doit ou elle doit pas, mais en tout cas, elle peut évoluer avec le temps et il ne faut pas oublier d'en discuter avec son assureur, avec son conseiller, avec sa banque pour éviter ce genre de situation où effectivement, alors on ne va pas plaindre le fils qui a hérité de ce million d'euros, mais il aurait voulu se désister pour donner ça à ses enfants. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Donc, c'est vrai que c'est un point qui est très important. Travailler cette clause aujourd'hui, mais continuer à la travailler, à en discuter si votre situation évolue. On parlait tout à l'heure et j'ai vu qu'il y avait une question sur les transferts d'assurance auprès d'un autre assureur, etc. Je vois qu'on arrive à la loi Pacte. Peut-être, est-ce qu'on peut parler, Cyril, en 1 minute de la loi Pacte, si possible, et de ce que ça fait et ce que ça nous permet de faire aujourd'hui? Oui, alors la loi Pacte, très rapidement, le point le plus important, c'est vraiment le point qu'on a ici en haut à droite, c'est la transférabilité des contrats d'assurance vie. Pourquoi? Parce qu'on a des vieux contrats qui étaient initialement, il y a des dizaines d'années, investis uniquement sur des fonds en euros, quand les taux de distribution étaient plutôt entre 4 et 6%, mais qui offraient beaucoup moins de sous-jacents disponibles en cas d'arbitrage. Et c'est vrai que la loi Pacte permet de transférer ces vieux contrats vers des nouveaux contrats avec des possibilités d'allocation et d'arbitrage plus importants, tout en conservant l'antériorité du contrat. Donc ça, c'est quand même un point intéressant. Et il y a eu énormément de transferts en 2021 suite à cette nouvelle loi. Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, la plupart des contrats d'assurance vie sont beaucoup plus flexibles que ce qu'on avait auparavant. Alors, plus flexible, surtout, ont référencé en fait beaucoup plus de sous-jacents que sur des vieux contrats. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et surtout, dans un environnement de taux bas où le fonds en euros a beaucoup moins d'intérêt, je ne veux pas dire qu'il y a plus d'intérêt, mais qu'il y a moins d'intérêt qu'il y a quelques années, où on a besoin d'avoir des solutions de remplacement au fonds euros, ce qui n'était pas possible dans des très vieux contrats. Alors, j'ai vu une des questions, on parlait tout à l'heure au début du chat, puis dans les questions, on parle de banque, pas de banque, quel est l'avantage, combien ça coûte, etc. Est-ce que, Aude, peut-être tu peux faire un résumé de ce qu'on vient de dire? Alors, on l'a mis à l'écran. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait que l'assurance vie est… c'est quand même pas mal, à vrai dire. Est-ce que c'est le placement préféré des Français? Est-ce que c'est normal que ce soit le placement préféré? Est-ce que c'est un bon véhicule, puisqu'on parle de véhicule fiscal? Il y a quand même beaucoup de positifs, peu de négatifs, et il y a encore plus de positifs quand vous passez avec un conseiller via Neofa. Voilà, je fais un peu de pub, c'est normal, il faut aussi un petit peu. Voilà. Donc, Aude, est-ce que tu peux nous résumer tout ça, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, comme on peut le voir là, ticket d'entrée qui est assez faible. La plupart des compagnies d'assurance, même sur des contrats d'assurance vie de qualité, donnent accès au contrat, allez, on va dire entre 500 et 5 000 euros pour avoir accès à un contrat d'assurance vie de qualité. Une liquidité accrue sur certains sous-jacents, notamment les SCPI ou les assureurs qui proposent des SCPI au sein des contrats d'assurance vie s'engagent eux-mêmes à faire la liquidité. Fonds de private equity, alors la plupart du temps, lorsqu'on met en place des fonds de private equity dans les contrats, il y a un engagement en cas de rachat, de récupérer les titres du private equity, ce qui fait que ça fluidifie en fait le processus, et ce qui a permis d'ailleurs de mettre du private equity au sein des contrats d'assurance vie. Des retraits, on en a parlé tout à l'heure, il faut compter entre 1 et 4 semaines pour effectuer un rachat. Alors là encore, on parle de liquidité, on parle de disponibilité assez rapidement. Il y a des fonds qui sont disponibles, qui ont une liquidité quotidienne, d'autres qui ont des liquidités hebdomadaires ou mensuelles, ce qui fait qu'il peut y avoir un délai entre 1 et 4 semaines pour effectuer un rachat
alors là, en l'occurrence, c'est pour un rachat total. Fiscalité avantageuse en cas de rachat au bout de 8 ans. En cas de décès, on l'a vu, c'est indéniable. Avec un conseiller Neofa, donc vous avez la garantie d'avoir 0 de frais d'entrée. Une réactivité par les équipes de conseillers de Neofa et tous les conseillers en gestion de patrimoine qui sont référencés sur la plateforme, nous sommes réactifs et disponibles. Et une gestion personnalisée. On est là pour vous accompagner, pour vous aider à faire. Je m'arrête sur ce point-là. Alors oui, 0% de frais d'entrée, alors que certaines banques vont vous prendre jusqu'à 4% juste pour que vous alliez placer de l'argent chez eux. Donc c'est ridicule. Nous, on ne travaille pas comme ça. Je veux parler de la gestion personnalisée. Pourquoi ? Parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, on parlait de fonds euros, etc. Aujourd'hui, vous avez 4% d'inflation en France ou 4,8%. Selon les derniers chiffres, ça varie évidemment régulièrement. Si vous faites du 100% fonds euros, vous allez perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, par rapport à votre profil ou autre, évidemment, chaque profil est différent. Je pense que chacun a besoin d'une gestion personnalisée. C'est ce que peut vous offrir quelqu'un comme Aude ou quelqu'un comme Cyril ou un conseiller de la plateforme. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas une banque. Ce n'est pas une banque qui elle-même va être plus ou moins tentée de vous vendre son produit et de mettre ses produits d'investissement directement dans l'assurance, puisque elle gagnera plus d'argent en faisant comme ça. Donc, Aude et Cyril ont la liberté de vraiment choisir au sein d'un univers qui est bien, bien plus important et qui vous permet d'avoir une réelle diversification et, normalement, quand ils font bien leur travail, une meilleure performance également. Donc, cette partie gestion personnalisée, il ne faut pas la négliger. Il faut vraiment… Alors oui, il y a les frais, la réactivité, disponibilité, c'est super. Mais la gestion personnalisée, au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui est vraiment important. Concernant les inconvénients, Cyril, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de frais à prendre en compte sur l'assurance vie, mais de toute façon, il y en a partout. Oui, tout à fait. Je vois que dans le chat, ça parle un petit peu des frais également. Voilà, on est dans un monde où rien n'est gratuit. Alors, c'est vrai que quand on parle de contrat d'assurance vie, on a 2 typologies de frais. On va avoir des frais d'entrée, donc effectivement pas de frais d'entrée avec Neofa, alors qu'une banque, comme tu le disais, va demander entre 1 et 4%. Et beaucoup sont plutôt vers les 4% que vers les 1. Il y avait une question, pourquoi elles prennent autant de frais ? Parce que malheureusement, elles vivent de ça, donc elles se nourrissent là-dessus. Et ensuite, on a des frais de gestion annuels. Donc, par exemple, contrairement à un compte titre où on a beaucoup moins de frais, l'assurance demande des frais. Sauf que, encore une fois, l'idée, comme tu disais, de passer par une gestion personnalisée, c'est d'optimiser et d'essayer de maximiser au mieux la rentabilité et de prendre en compte tous ces frais. Et encore une fois, il y avait des questions là-dessus, comment choisir le contrat, comment choisir l'assureur. Les frais sont pas le seul, bien évidemment, mais un des critères de sélection des contrats et des assureurs. Donc voilà, il faut les prendre en compte. C'est bien beau d'aller faire de la rentabilité. Si derrière vous payez énormément de frais, ça n'a strictement aucun intérêt. Donc, et en fait, l'idée, je t'interromps Cyril, mais l'idée de passer également par toi ou par Aude ou un membre de la plateforme, ça te permet, vous avez accès à des listes et des contrats, on va dire des dizaines ou des centaines de contrats d'assurance vie, et vous pouvez les comparer, vous pouvez faire votre choix et vous savez aujourd'hui lesquels sont les plus flexibles, les plus adaptés à différents profils et aussi les moins chers, même si ça ne doit pas être guidé que par les frais. Mais… Effectivement, ce n'est pas l'unique critère et bien heureusement, mais effectivement, tous les conseillers vont travailler avec un certain nombre de contrats et d'assureurs où les coûts vont être arbitrés, mais également justement les sous-jacents qui sont référencés, la réactivité de l'assureur sur le back-office, c'est des choses qui sont quand même importantes. Donc, il y a d'autres critères, mais effectivement, le conseiller va pouvoir orienter correctement le client, l'investisseur, vers le contrat qui est le plus adapté, encore une fois, on y revient, aux objectifs et à la situation de l'épargnant. Il y a d'autres questions, on va en prendre une dernière puisque voilà, on est au bout de cette heure, pardon, excusez-moi. Donc, est-ce que
c'est une bonne idée aujourd'hui de acheter de la SCPI via un contrat d'assurance vie. Aude, tu as… Alors, oui, c'est une bonne idée. Il est important de bien regarder quels sont, justement, quand on parle d'assurance vie, c'est pas n'importe comment il faut souscrire à un contrat d'assurance vie, c'est pas auprès de n'importe quel assureur, c'est pas. En fait, il y a plein de critères à regarder et c'est les raisons pour lesquelles Cyril et moi on fait notre métier aujourd'hui, c'est pour pouvoir accompagner au mieux nos clients, que ce soit dans le choix de l'assureur, dans le choix du produit en lui-même, donc l'enveloppe fiscale, et dans le choix des sous-jacents qu'on met derrière. Aller souscrire un contrat d'assurance vie pour mettre 100% du fonds en euros, alors déjà, c'est quasiment plus possible. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun assureur qui l'accepte. Mais ça n'a pas de sens. Avec les taux d'inflation qu'on a à l'heure actuelle, ça n'a vraiment pas de sens. En revanche, se poser et réfléchir sur l'allocation d'actifs, ça, on a. Si on a des clients qui se disent, c'est le prix avant tout, ils peuvent trouver des contrats d'assurance vie avec des prix qui sont très bas, mais sur lesquels ils n'auront aucun conseil. Oui, voilà. Donc, s'ils pensent faire mieux que des professionnels nous, on suit les marchés, c'est notre métier, c'est de travailler sur l'allocation d'actifs, sur les propositions qu'on fait à nos clients. S'ils pensent faire mieux que ce que des professionnels qui font ça toute la journée peuvent faire, voilà. Donc, si je peux résumer, puisqu'on arrive au bout de cette heure, si je peux résumer ce qu'on a dit, donc l'assurance vie est effectivement un véhicule fiscal qui permet aujourd'hui d'avoir énormément d'avantages fiscaux au moment du rachat potentiellement et plus sûrement après 8 ans, mais également et surtout lors de sa succession. Il y a 2 types de gestion d'assurance vie financière, donc gestion financière, avec effectivement du fonds euro qui malheureusement aujourd'hui a un retour sur investissement qui est extrêmement bas. Et avec l'inflation, est-ce que c'est pertinent aujourd'hui d'aller sur du fonds euro? Peut-être une partie de son patrimoine, mais pas la totalité. Et en deuxième partie de gestion financière, il y avait également les unités de compte au sein desquelles on peut avoir une flexibilité un petit peu plus importante. On a la possibilité de transférer les anciennes assurances vie vers des nouvelles. Et un point qui est clé, que je retiens également, c'est que l'assurance vie nous donne la possibilité d'aller choisir un petit peu notre héritier. Je vois, alors il y a une dernière question qui arrive et qui est pile un petit peu sur ce que je viens de dire. On la prend peut-être et après on clôture parce que je ne voudrais pas qu'on finisse, puis qu'on finisse trop tard. Lucille qui nous demande qu'est-ce qu'on recommanderait comme diversification en termes de fonds euros versus unité de compte. Cyril, qu'est-ce que tu en penses? Alors, il n'y a pas de réponse universelle à cette question. Bien évidemment, déjà, ça va dépendre du profil de risque de l'épargnant, première chose. C'est vrai qu'historiquement, quand on regarde les contrats un peu plus anciens, on avait tendance à mettre 70-80% de fonds euros et le reste en unité de compte. C'était du temps où les taux d'intérêt étaient un peu plus élevés. Aujourd'hui, des choses qui se font beaucoup sur des allocations classiques, c'est de mettre entre 30 et 40% de fonds euros, le reste en unité de compte avec une diversification maximum avec peut-être 10-15% d'investissements alternatifs comme de l'immobilier ou du non-coté et ensuite des actions, des obligations. Encore une fois, ça c'est une réponse assez générale. On ne peut pas répondre correctement à cette question sans discuter avec l'épargnant encore une fois de ses objectifs, de son horizon de placement. Est-ce qu'il veut placer ça à horizon 5 ans, 10 ans, 20 ans quels sont les objectifs derrière Voilà, donc l'idée justement de passer par un conseiller, c'est vraiment d'avoir cette discussion au préalable pour pouvoir proposer au client une allocation qui est vraiment personnalisée et définie par le client. Donc voilà, ça peut être 30% de fonds euros, comme ça peut être 50% si c'est quelqu'un qui a une aversion au risque qui est assez importante, surtout en ce moment avec ce qui se passe sur les marchés. Et pour terminer, je dirais que c'est aussi une allocation qui doit évoluer dans le temps.
D'accord, c'est vrai qu'en ce moment, dans la situation qu'on connaît depuis le début de l'année sur les marchés, c'est vrai qu'on a tendance à augmenter un petit peu la poche fonds euros pour sécuriser un petit peu le contrat, quitte à revenir sur un peu plus d'unités de compte au fil des prochains mois, des prochaines années, en fonction de l'évolution de la situation. Mais voilà, c'est pas de réponse universelle. Vraiment, l'idée, c'est de personnaliser l'allocation. Parfait. Écoutez, merci à tous les deux. Merci Aude. Merci Nicolas. Merci Cyril. Merci pour toutes ces informations. Merci à vous d'être restés un petit peu plus longtemps que prévu. L'assurance vie est un sujet vaste et complexe. Donc, n'hésitez pas à venir sur la plateforme et à chatter ou prendre rendez-vous avec Aude ou Cyril pour en discuter un petit peu avec eux. Il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Nous, on se retrouve dans un mois. On vous enverra évidemment un mail pour vous inviter pour notre prochain webinaire qui sera sur la thématique de l'immobilier. Je vous remercie à toutes et à tous encore une fois d'avoir participé et je me réjouis de vous retrouver le mois prochain ou très bientôt sur la plateforme Neofa. À bientôt, merci beaucoup. Merci. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.